La nuit aura été longue ici à l'Assemblée nationale du Bénin, mais comme d'habitude, elle n'aura pas suspendu le cours de la vie. Le jour reprend ses droits et les défis qui sont les nôtres pour cette nouvelle journée nous attendent. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous n'allez pas différer le moment d'aller au-devant de votre défis et pour les relever. Vous pouvez compter sur ce dont la nature vous a doté, ce que vous tenez de source, car, nous dira Mathurin d'Almeida, l'artiste de qui je tiens le clip de ce jour, quelqu'un ne saurait vous les arracher, ces ressources dont je parle. Nous sommes mercredi le 6 mars 2024. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur TH Matin et voici Scène en main. Yes,
Dans les années 80, je pense précisément en 1980, Mathurin d'Almeida enregistrait Scène en main avec un orchestre mythique de l'époque. Je voudrais parler de l'orchestre Symbiose. La voix, il nous l'a laissée, nous l'avons écoutée. Jusque-là, il a fallu 40 ans pour que l'artiste mette un visage sur cette voix, pour que désormais ceux qui ont aimé ce morceau en écoutant rien que l'audio puissent voir à quoi ressemble celui-là qui l'a chanté, la voix qui a fait des décennies et qui n'a pas pris de ride. On se l'écoutera jusqu'à la fin de cette émission. Mathurin d'Almeida sur Scène en main, morceau qu'on ne présente plus ici au Bénin. Ce que je voudrais vous présenter à présent, ce sont les titres, les majeurs à la une des journaux parus ce mercredi. Les députés étaient encore ici à l'Assemblée nationale jusqu'à une heure très tardive. Ils avaient des points à aborder avant de mettre un terme à la session extraordinaire ouverte il y a 15 jours. Selon ce que disent les tests, cette session devrait connaître un terme, ce qui a été fait. Les sujets qu'ils ont abordés, un surtout majeur, la révision du code électoral. À la une du quotidien du service public, on peut déjà lire ce mercredi. Assemblée nationale, le code électoral modifié et complété, titre le journal La Nation. Fraternité, titre aussi. Assemblée nationale, le code électoral modifié, 79 voix pour, 28 contre et une abstention. La plateforme des OSC et les confessions religieuses plaident pour une modification inclusive. L'événement précis à propos. Examen en plénière à l'Assemblée nationale, le code électoral adopté par 79 députés. Le seuil pour avoir des élus passe de 10% à 20%. L'opposition parlementaire crie à l'exclusion, les craintes des leaders religieux et des OSC. Jack Pata, dans ses colonnes ce matin, parle de cette plénière qui a consacré la modification du code électoral au Parlement en manchette. Les députés fixent de nouvelles conditions pour les élections au Bénin. Les démocrates dénoncent le plan d'exclusion de la mouvance. L'affiche du jour. Malgré les appels de la plateforme des OSC des confessions religieuses, les députés modifient le code électoral et corsent les conditions de participation à la présidentielle de 2026. Le potentiel à sa une aujourd'hui, Assemblée nationale. Le code électoral modifié par les députés, 79 pour, 28 contre et une abstention.
Les changements majeurs contenus dans le nouveau texte sont à lire dans les colonnes de Le Potentiel. L'emblème du jour aussi résume cette actualité. Vote de la relecture du code électoral. Tout sur les amendements d'Augustin Aranvoy-Blas. 79 voix pour, 28 contre et une abstention. Le parrainage passe désormais à 15% provenant des 3/5 des circonscriptions électorales. L'attribution des sièges au plan national passe à 20%. Les chefs quartiers et de villages bientôt désignés sur la base des élections communales de 2020. Décryptage info, pour sa part, on parle le code électoral modifié à 79 voix pour, 28 contre et une abstention à l'Assemblée nationale du Bénin. Lit-on à la une donc de décryptage info. Que dit le Télégramme? Assemblée nationale, la loi modificative du code électoral adoptée par les députés. Et le journal Le Quotidien Le Meilleur, qui à sa manière nous en parle, on pourrait lire à sa une, relecture du code électoral. Les leaders des confessions religieuses invitent les députés à éviter toute loi ou disposition pouvant porter à l'exclusion. Et nous finissons avec Décryptage Info qui parle de cet appel des leaders religieux aussi, modification du code électoral au Bénin, éviter toute exclusion, l'invite des leaders religieux aux députés. C'est donc tout pour les journaux retenus pour vous. Vous le savez, l'actualité est donc cette relecture du code électoral qui a eu lieu à l'Assemblée nationale jusqu'à une heure tardive. Tôt ce matin encore, les députés étaient là. Elle y était aussi. Boulot oblige. Elle est également sur le plateau comme moi, Estelle Dopoulou. Bonjour. Bonjour Saturné, bonjour à tous nos téléspectateurs. Vous gérez la fatigue tant bien que mal. On n'a pas le choix, c'est le boulot. Vous savez ce que dit quelqu'un ici, non? Qui? Elle a dit quoi? Merci pour service rendu à la nation. Et on répond à la nation, vous le revaudra. Avec vous, ce sera le bulletin d'information. Bien sûr. Je vous laisse en compagnie des téléspectateurs. Moi, je vous retrouve juste à la fin. D'accord, Saturné. Bienvenue à ce bulletin d'information. Les députés ont adopté cette nuit une loi modifiant et complétant la loi portant code électoral en République du Bénin. La représentation nationale s'est appuyée sur deux propositions de loi émanant des députés Nathan Deake et Noureno Attiadé. Mais bien avant le vote, juste avant le débat général, une question préjudicielle a été soulevée par le député Nassiro Arifari Bako, avec ensuite un débat. Je vous propose d'écouter quelques-uns dans cet extrait que nous propose Stéphanie Depemadora. Il est clair que toutes les dispositions proposées par les deux propositions qui concernent donc la révision, ou du moins la relecture du code électoral, qui vont au-delà de ce qui est demandé, ne devraient pas être prises en considération. Je demande en conséquence l'ajournement du débat. Nous sommes ici pour modifier le code sur notre droit absolu de procéder à la modification du code électoral. Si quelqu'un n'est pas d'accord et qui va dire non, ils ont fait un travail contre le code, ils n'ont pas fait la conformité, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas respecté ce que la Cour a dit ou des choses comme ça. On peut, si la Cour refait sa décision pour condamner, nous allons revenir. Mais la question préjudicielle n'a pas d'objet ici. Nous avons eu par le passé beaucoup d'injonctions. Quand on parle d'exhortation, c'est faux. Beaucoup d'injonctions de la Cour constitutionnelle et nous nous sommes limités à ce que la Cour a demandé. On a tout le temps pour revenir à la révision du code électoral. Qu'il y ait décision de la Cour ou pas, l'Assemblée est souveraine et peut, prenant en compte cette décision de la Cour, aller au-delà pour procéder à l'amendement de son code électoral. Donc je ne trouve pas à ce niveau ce qui peut se ressembler à une question préjudicielle au point de demander un ajournement.
s'il y a le droit à poser une question préjudicielle, aucune question préjudicielle ne saurait limiter le droit de légiférer du législateur que nous sommes. C'est que nous avons, dans le rapport qui nous est présenté, pris à contre-pied les décisions de la Cour sur un certain nombre de points. C'est pourquoi je voudrais supplier l'ensemble de la représentation nationale et vous-même, Monsieur le Président, pour que nous retournons en commission. Premièrement, pour nous assurer que nous sommes restés conformes à la décision de la Cour. Deuxièmement, pour nous assurer que notre droit de légiférer pour améliorer le dispositif, que nous l'avons exercé, que nous l'exerçons. Renforcer les liens de collaboration en matière de droits de l'homme entre l'Agence des Nations Unies et l'État béninois à travers les institutions démocratiques, c'est la raison qui a motivé le représentant résident régional pour l'Afrique de l'Ouest du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à rendre une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale. Suivons ici un extrait des déclarations de Robert Kouchani au micro de Stéphanie Nepemadora. Le Parlement joue un rôle très important à cet égard. C'est pour cela que je me suis entretenu avec le président. Nous avons passé en revue comment nous, en tant que Nations Unies droits de l'homme, nous pourrons renforcer la collaboration avec le Parlement à travers le renforcement des capacités, à travers la dissémination de la documentation et de l'information, et puis à travers le plaidoyer aussi. J'ai aussi profité de la rencontre pour demander que le président puisse se pencher sur la question des personnes qui se disent spoliées à Tobin. Et c'est une question dont il est très au courant. Et il me dit que les démarches sont en cours afin que si le Parlement peut jouer un rôle, il puisse le faire. Et il y a également la question concernant la Commission nationale des droits de l'homme du Bénin, dont la loi de révision est ici au Parlement. Le président m'a avoué qu'il y a encore du travail à faire à ce niveau, mais que le Parlement est saisi de la question et qu'on espère que bientôt il va y avoir une conclusion. Satisfait et surtout impressionné par le niveau de connaissance que le président a démontré concernant certaines questions des droits de l'homme et puis surtout par la disponibilité et les bonnes idées qu'il m'a données, y compris par exemple la possibilité de former le caucus des femmes en matière des droits de l'homme, les former, mais aussi former en matière des droits de l'homme les membres du comité, de la sous-commission qui s'occupe des questions des droits de l'homme, et surtout l'ouverture qu'il a manifestée par rapport à son institution vis-à-vis du système des Nations Unies. Il m'a parlé par exemple de l'initiative de la télé et de la radio, et dont il cherche à augmenter la couverture géographique, ce qui me semble noble parce que ce n'est pas normal que les gens puissent capter la radio ici au sud et qu'on ne puisse pas capter ça au nord. Donc bon, ça n'entre pas directement dans le mandat du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, mais notre rôle, comme je vous l'ai dit, c'est aussi le plaidoyer. Donc quand je vais rencontrer mes collègues cet après-midi, je vais pouvoir leur en toucher un mot et qui sait, une agence pourrait être intéressée à apporter son soutien, même si déjà il y a des agents des Nations Unies qui apportent leur soutien au Parlement dans différents domaines. Allons maintenant en France où le Parlement était en congrès lundi dernier à Versailles. Une réunion au cours de laquelle une décision qui marque le paysage législatif du pays a été prise. Au thème de l'assise, le projet de loi constitutionnelle visant à inscrire la liberté garantie de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution a été voté. Au total, 902 parlementaires ont pris part à ce vote qualifié d'historique par de nombreux orateurs à la tribune. Les détails avec Vanoli Olibé. C'est par 780 voix pour et 72 contre que les sénateurs et députés français réunis en congrès ont inscrit dans la Constitution la protection de l'interruption volontaire de grossesse. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. Désormais en France, l'interruption volontaire de grossesse est protégée par la Constitution. Par ce vote, les législateurs autorisent le gouvernement à ajouter un alinéa au texte fondateur de la Ve République. Une phrase introduite à l'article 34 de la Constitution portant sur les droits civiques, la nationalité ou l'imposition.
Le Premier ministre Gabriel Attal, qui représentait le gouvernement au sein de l'hémicycle, voit en cette décision une victoire. L'homme que je suis ne peut imaginer vraiment la souffrance morale face au poids d'une société qui préférait taire et condamner. Mais le frère que je suis, le fils que je suis, l'ami que je suis, le Premier ministre que je suis retiendra toute sa vie la fierté d'avoir été à cette tribune en ce jour. En garantissant la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans notre Constitution, nous donnons une deuxième victoire à Simone Veil et à toutes celles qui ont ouvert la voie. Une décision saluée également par la présidente de l'Assemblée nationale. Selon elle, cela va permettre à la France de renouer avec son universalisme au-delà des clivages partisans. Les droits des femmes ne sont-ils pas les premiers à être menacés lorsque le populisme ou l'autoritarisme s'emparent du pouvoir ou que les partisans de l'obscurantisme prétendent nous imposer un ordre moral toujours rétrograde? Alors que le monde est secoué de tant de crises, notre pays s'attache à renforcer la garantie des droits. Pendant ce temps, une immense foule qui suivait le congrès en direct devant la tour Eiffel manifestait sa joie. Un sentiment de satisfaction des militantes féministes après l'approbation des législateurs. La cérémonie publique de scellement de la Constitution est prévue pour le 8 mars prochain par Emmanuel Macron. Voilà qui met un thème à ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. À demain. À moi de vous remercier, Estelle Dokponou, pour cette livraison de l'actualité vue par la rédaction de Télévision Hémicycle. Le prochain rendez-vous, c'est à 13h30 pour l'édition de la mi-journée, la grande édition. Avec J.Chris Tachili. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Merci Saturnin, pareil à vous. Merci. Sur TH Matin, nous continuons notre parcours. Il était avec nous déjà hier mardi plutôt, pour évoquer cette contribution de la société civile à l'apaisement des relations entre le Niger et les pays de la CEDEAO. Elle a dit Yakubu Malehossou, vous l'avez réclamé, nous vous remettons cette page. Pendant 7 mois, des peuples frères qui pouvaient aller librement de part et d'autre des frontières de leur pays étaient soudain obligés de se regarder par-dessus, je dirais, les frontières sans pouvoir les franchir. Il n'y avait pas que des hommes bloqués de part et d'autre des frontières entre le Niger et les pays de la CEDEAO, notamment le Bénin. Commerçants, transporteurs ont payé un lourd tribut dans ce bras de fer Niger-CEDEAO qui semble avoir amorcé désormais une phase d'apaisement avec la levée partielle des sanctions décrétées par cette institution, la CEDEAO, contre le Niger. Comment accompagner les politiques dans cette volonté de normaliser à nouveau les relations entre le Niger et ses voisins de la CEDEAO, le Bénin surtout? Quelle contribution peut-on attendre de la société civile? Eladj Yakubu Malehossou, à nouveau bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes ancien député à l'Assemblée nationale pendant la 5e et la 6e législature, plus précisément. Vous êtes ancien juge à la Haute Cour de justice. Vous êtes également président de la Fondation Malehossou, une fondation qui, entre autres, milite pour la paix. Je vous dis encore merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comment avez-vous, j'allais dire, accueilli, Eladj Malehossou, la nouvelle de la levée partielle des sanctions de la CEDEAO contre le Niger à l'issue du dernier sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO? Je rends grâce à Dieu, à la Subhanahu wa Ta'ala. Il faut faire comprendre à nos téléspectateurs que la Fondation Malehossou a commencé à jouer sa partition dans ce dossier vers le 18 septembre 2023. Oui, nous sommes partis sur le terrain parce qu'il y a beaucoup de transporteurs qui nous ont sollicités, principalement le président du syndicat des transporteurs, M. Oumorou Garba,
qui nous a dit vraiment, honorable, déplacé pour voir ce qui se passe à Malanville. Nous sommes partis là-bas, ce qu'on a vu vraiment, c'est pas possible. Les transporteurs, les chauffeurs ont abandonné leurs camions. Il y en a même qui ont commencé à faire Zemjan vers les 19. Nous, on est resté du 18 jusqu'au 20. Il n'y a pas de quoi à manger. Il vit de ça. C'est ça qui nous a touchés. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? Immédiatement, nous avons envoyé une lettre au président de la commission de la CEDEAO, qui est à Abuja. Les gens nous ont dit, bon, il faut qu'on se déplace. J'ai envoyé le vice-président d'honneur de la Fondation Malekhossou, Elad Mounirou Gaba, qui connaît bien Abuja. Donc c'est lui qui est parti rencontrer le président de la commission de la CEDEAO pour lui remettre les lettres. Cette lettre, nous avons demandé au chef d'État, membres de la CEDEAO, de revoir leur copie. Parce que, bien vrai, ça se passe un peu partout. Ce n'est pas pour encourager les coups d'État, mais ça ne va pas. Les gens souffrent. Les gens nous ont dit que c'est trop tôt. Effectivement, c'est trop tôt. Juillet et septembre, on demande déjà la levée des sanctions. Ils n'ont pas accepté. C'est de là que nous avons commencé à négocier avec même le gouvernement. Nous avons rencontré le ministre des Affaires étrangères du Bénin, bien avant le point de presse du chef de l'État. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Il y en a même qui ont dit qu'on veut faire une récupération politique. Moi, je ne peux plus lever ma main pour dire je serai candidat à n'importe. Il n'y a pas question. J'ai fini avec la politique. Maintenant, le ministre nous a félicité pour dire que vraiment il faut qu'on continue, que nous sommes avec le peuple. C'est des frères musulmans, nous sommes des musulmans, donc on ne peut pas s'opposer à ce que nous sommes en train de faire. Donc il nous a conseillé même de rencontrer les Nigériens, la communauté musulmane du Niger qui est là-bas. Bref, c'est après ça que le chef de l'État s'est engagé personnellement pour que les sanctions soient levées. Donc, en dehors de cela, nous avons rencontré le président de la commission de la CEDEAO qui est ici au Bénin. C'est un Sénégalais avec tout son staff. Ils nous ont reçus et nous avons dit non, que nous les musulmans, nous voulons la paix. Et que ce qui se passe, si on n'arrive pas à vite lever les sanctions, ça va peser sur la population. Les coups d'État, la population n'a jamais accepté. Mais la population n'a pas de choix. C'est des militaires. La population ne peut pas se lever contre ceux-là. Bien vrai, on dit que la majorité des Nigériens sont d'accord avec ce coup d'État. Parce qu'ils ne veulent plus de la France. Mais nous, on leur demande vraiment de mettre la balle à terre. Parce que c'est ça, la population qui souffre. J'allais vous demander, vous avez senti sur le terrain que les sanctions qui ont été prises, en réalité, n'atteignaient surtout que les populations. Les personnes qui en souffrent le plus, ce sont les populations. C'est la réalité, c'est ce que nous avons constaté. Parce que, bien vrai, le président Eyadema a voulu quand même les aider. Vous parlez du président Faure Gnassingbé. Eyadema Faure Gnassingbé. Bon, donc lui, il a accepté que nos marchandises transitent par Lomé, par Togo, etc. Mais je vous le dis, M. Djossou, les gens font 2 à 3 mois avant d'aller. Avant d'aller à Niamey, il y a des camions qui sont stationnés depuis 3 mois. Il leur faut des escortes. Parce que les djihadistes sont à côté, ils sont en train de les menacer.
dans la mesure où ceux-là, s'ils n'ont pas des agents pour les escorter, il y a des camions qui sont brûlés, il y a des marchandises qui sont volées. Or, si vous quittez ici, au port de Cotonou, avec 5 jours, vous êtes déjà à Niamey. Donc, je dis que, bon, les militaires, ils sont dans leurs droits, mais ils n'ont qu'à penser à la population. Maintenant, après l'ouverture des frontières, je peux dire la levée des sanctions, il s'est fait que nos frères nigériens qui sont au pouvoir ont refusé que les frontières soient ouvertes, soient libres de leur côté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas rester tranquille. Vous continuez les différentes rencontres? Oui, parce que nous sommes en contact avec le président du Haut Conseil des Nigériens au Bénin. Et avec lui, on s'apprête même à faire un déplacement pour aller les supplier les ministères. Nous, on ne gagne rien dedans. Ce que nous sommes en train de faire, nous savons que c'est des frères en islam. Nous sommes des musulmans. C'est notre partition. Donc, on pense aller là-bas, les supplier pour les dire, regardez la souffrance de la population. Le sac de riz de 25 kilos qui était payé à 12 000, 15 000, maintenant c'est à 30 000 francs là-bas. L'huile végétale qui était à 1 500, maintenant c'est à 3 000. Tout ça là pèse sur la population. Et c'est pourquoi nous sommes rentrés dans le jeu, pas pour gagner quelque chose. Ce que nous allons gagner, c'est chez le Seigneur. Oui. Nous sommes en train de faire des dépenses nous-mêmes. C'est des imams qui cotisent, des amis. Nous n'avons rien reçu du gouvernement et nous ne voulons pas même recevoir quelque chose du gouvernement. Tout ça, c'est pour le soulagement des populations. Ah oui, c'est notre problème. Il y a une délégation nigérienne qui séjourne actuellement au Bénin, parlant de la douane du Niger. C'est également l'occasion de les rencontrer, d'adresser également votre plaidoyer. On apprend, entre autres, que cette délégation porterait à cœur la question de dédommagement des transporteurs dont les marchandises étaient bloquées au Bénin pendant un certain temps, qui ont dû subir des avaries. Est-ce que cela voudra dire qu'il ne suffira pas de lever seulement les frontières, de lever les sanctions pour que tout redevienne à la normale? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous l'avez dit, là où les politiques, eux, se regardent en chien de faïence, il y a des fibres qu'on joue, la religion qui permet au peuple de mieux se parler. Dans ce sens, qu'est-ce que vous... Oui, merci beaucoup. Je crois qu'à la veille d'arrivée des douaniers aux fonctionnaires du Niger, les imams se sont réunis pour demander au chef de l'État d'intervenir à ce que les conteneurs qui étaient bloqués, vraiment, que cela soit débloqué. Parce que les suitages, ça fait près de 6 mois, bientôt 7 mois, nous avons demandé au chef de l'État toujours de fermer les yeux sur ces taxes. Parce que si on dit qu'ils vont payer toutes ces taxes-là, ils ne peuvent pas, ça je vous le dis. Mais contrairement à ce que nous avons lu sur les réseaux sociaux, il n'y a pas 15 000 conteneurs bloqués au port, non du tout. Ça fait à peine 2 000 conteneurs. Mais il y en a parmi nous, même des Béninois, qui souhaiteraient que le port soit comme ça, en cet état. Je ne comprends pas. C'est un des poumons de notre économie. Oui, je ne comprends pas. Oui, il y a des Béninois, parce que nous, on est en train de faire les démarches et on nous insulte. Je tais le nom de quelqu'un qui m'appelle. Il a dit, qu'est-ce que tu gagnes dedans? Il faut les laisser. Les gens veulent le départ de talons avant de commencer, avant d'ouvrir leurs frontières. Ce n'est pas possible. Vous êtes Béninois, vous n'êtes pas Béninois. Donc vraiment, ça me gêne. Il faut que nous soyons ensemble pour pouvoir plaider afin que les Nigériens, je parle des responsables de ce coup d'État, acceptent d'ouvrir les frontières. Les gens souffrent. Et pour notre port, moi, ça ne me dit pas grand-chose. Ce que nous faisons, ce n'est pas à cause de notre port, contrairement à ce que les gens croient. Ce que nous faisons, c'est pour les deux peuples. Nous avons plus de 500 camions, ça je vous le dis,
qui appartiennent aux Béninois. Et ceux-là, maintenant, comment ils vont vivre? C'est la réalité, ça. Les gens disaient que non, chaque fois que nous, on se bat pour talent, non. Ce n'est pas affaire de talent. Ils n'ont qu'à voir les transporteurs qui souffrent. Moi, je connais un transporteur qui a 6 camions et ces camions sont bloqués à Niamey depuis bientôt 7 mois. Et il a une famille. Comment il va vivre avec sa famille? Donc, je profite de votre micro pour demander à toutes les zones de la société civile. Je parle de la société. Vraiment, ils n'ont qu'à faire quelque chose. Ils n'ont qu'à nous accompagner. Nous, on ne veut pas de l'argent, non. Le peu que Dieu nous a donné, on va faire avec ça. Mais on veut leur accompagnement. S'il y a une délégation qui va bouger, après le... Bon, vous avez demandé si nous avons rencontré... Nous pouvons rencontrer... La délégation qui est en séjour au Bénin, parce que ça pourrait être un point important. La délégation n'est pas arrivée pour le problème du port. La délégation est arrivée pour le truc du pétrole. Pipeline. Oui, c'est pour ça. On peut profiter quand même de demander à rencontrer. En matière de diplomatie, on sait que vous êtes fort, la Fondation Malheureux et toute la société civile. Un appel de pied, je pense que la communauté nigérienne, très attachée à la paix. Oui, ça, c'est... Il y a l'imam central de Parakou qui nous a appelé hier de tout faire pour rencontrer ces gens-là, pour leur dire, nous leur demandons pardon. Nous sommes des... Et en islam, il est interdit de couper les liens de famille, les liens familiaux. Nous, moi, j'ai des parents qui ont épousé les filles du Niger, vice-versa. Donc, si ils maintiennent leur décision, c'est pour couper les liens de famille, ce qui n'est pas bon. Donc nous, en ce qui nous concerne, nous allons demander à les rencontrer pour les supplier d'oublier la politique, le gouvernement, d'oublier le président. Parce qu'ils ont été clairs, ils ont dit que c'est le président qui a dit si on va prendre les dispositions pour remettre Bazoum à sa place. Or, il est porte-parole. Ce n'est pas le chef de l'État qui a pensé, a dit cela. C'est ce qu'on lui a dit, ça. En tant que porte-parole, il n'a pas de choix. Nous, on a essayé d'expliquer à nos frères nigériens, laissez le problème du président Talon. Ils ont évoqué aussi, je parle des Nigériens, on a rencontré les responsables, ils ont évoqué le problème des militaires qui sont basés à Kandi. Les militaires étaient basés là-bas avant le coup d'État militaire. Donc, ils exigent que ces militaires-là quittent le Bénin. Mais comment on peut expliquer ça? Donc, nous, on les a suppliés d'oublier ça. Parce qu'ils sont là pour instruire nos agents en uniforme, pour pouvoir lutter contre les djihadistes. Parce qu'au Bénin, on est quand même confronté à cette réalité. Donc, ils n'ont qu'à nous comprendre. Ce n'est pas pour aller bombarder les militaires. Les militaires qui sont forts, non. Nous demandons aussi à tous les présidents, les responsables des partis. Je vais profiter pour vous demander déjà, ça va être votre appel pour commencer à faire cet entretien. Les responsables des partis, je parle de UP, BR, démocrates, nous leur demandons de nous accompagner. Les gens souffrent, les Béninois souffrent, les Béninois commerçants et transporteurs souffrent énormément. Nous voulons leur accompagnement, ça je vous le dis. Parce que depuis là, on n'a pas vu les réactions. Il y en a qui ont fait. Je profite pour remercier l'honorable Issa Salfou. Il était sur le terrain à Malanville. Il s'est battu. Il a conduit une délégation des oulémas nigériens pour aller supplier les responsables de ce coup d'État. Aussi, il y a Bertin Convier aussi, qui était sur le terrain. Donc, ceux-là, il ne faut pas qu'on soit seul. Nous, on a été félicités à la tribune des chefs d'État des CDA. On nous a félicité, on a félicité Yacoub Gouon, on a félicité la Fondation Malheureux. C'est un honneur pour nous.
et nous demandons aux responsables des partis de nous accompagner. Merci à vous, Ladiakoubou Malekhossou. Je rappelle, vous êtes ancien député à l'Assemblée nationale, 5e et 6e législature, vous étiez ici. Vous êtes ancien juge à la Haute Cour de justice, vous êtes président de la Fondation Malekhossou. On vous aura compris que pendant que le bras de fer était encore à son temps fort, depuis septembre dernier, votre fondation s'est déjà investie dans la recherche de solutions pour qu'on puisse avoir donc un dégel, une décrispation. Nous croisons les doigts que tout ce que vous avez adressé comme plaidoyer puisse aboutir, parce que vous l'avez dit, ceux qui en souffrent le plus, ce sont les populations et béninoises et nigériennes. Donc il faudrait que les politiques puissent comprendre et acceptent favorablement votre demande ou vos plaidoyers pour que tout ça puisse être désormais du passé. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi de vous avoir retrouvé. Qu'Allah vous récompense. Ah oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mathurin d'Almeida, membre fondateur de cet orchestre mythique, Polyrythmo, qui, je disais, en 1980 enregistrait ses noms mains avec l'orchestre Symbiose. 1980, 2024, ça fait 44 ans. Ouais. Déjà, Polo. Je ne suis pas encore né. Ah, ça, je l'avoue aussi. La chanson est plus âgée que nous tous sur le plateau, vous vous rendez compte? Mais il a fallu 40 ans après sa sortie, plus de 40 ans avant que Mathurin d'Almeida fasse le clip que nous sommes en train de suivre. Je pense que c'est l'une des merveilles parce que souvent les artistes de l'ancienne génération sont rares sur des clips donnés, surtout pour des morceaux mythiques comme Ce nom est accepté de tous. Avoir un clip, ça rend la chose plus agréable. Puisque il faut aussi l'avouer, cette chanson est toujours d'actualité. Le message que ça passe, c'est très fort. C'est nommé Mende Mono Et Dieu même sait que, à vous, Polo, le C en a donné beaucoup. Comme quoi? Comme ce talent dont nous jouissons, entre autres ici sur TH ce matin. Ah ouais. Et on remercie la nature de vous avoir doté de tout ça. Et vous également. Bon.
Chacun de nous fait ce qu'il peut. Vous faites la fierté de cette jeune génération de journalistes. Ça, je ne vous jette pas des fleurs. Non, je reconnais les vôtres de talent. Je vous le dis, oubi et orbi, comme le dirait quelqu'un. Et avec vous, j'ai promis hier qu'on fera 15 minutes. J'ai comme l'impression que vous voulez tenir votre promesse. N'est-ce pas? Pour le bonheur des téléspectateurs et internautes. On va sur la toile. Le temps d'une panne sur Facebook hier pour le Aounou, le monde semblait s'arrêter. J'ai été également victime de cette situation et ça m'a amusé, ça m'a beaucoup amusé et je me suis posé la question de savoir ou bien je suis victime, je suis addict de cette affaire. J'ai fouillé et je me rends compte que là, je suis dans un piège. Et oui, nous sommes tous, on est victimes des réseaux sociaux. Je suis même tenté de vous poser une question. Quand vous vous réveillez le matin, quelle est la première chose que vous faites? Quand vous vous réveillez de votre lit, je sais que, bon chrétien, vous priez d'abord. Après la prière, qu'est-ce que vous faites? En toute honnêteté. De plus en plus, depuis que j'ai commencé TH Matin saison 2, quand je me réveille, je prie. Après la prière, je commence par vérifier les journaux qui ont déjà envoyé les unes. Comment vous les vérifiez? C'est que je saisis mon téléphone, c'est clair. La première des choses d'abord, c'est quoi? Il faut régler le réveil. Et Dieu même sait que depuis qu'on a commencé TH Matin, on se réveille très tôt, parfois même avant le réveil. Oui. On est déjà debout avant que le réveil sonne. Et on coupe le réveil, parce qu'on est déjà enlevé avant que le réveil arrive. Et là, on vérifie les journaux, donc le téléphone, on saisit le téléphone, c'est clair, il est dans notre quotidien. J'ai lu un article sur Google, on dit, quand l'une de vos premières activités de la journée, c'est de saisir votre téléphone, c'est que vous êtes tombé dans le piège. Et bon, Dieu même sait que on ne peut pas passer une journée aujourd'hui sans toucher à son téléphone. Et pas parce que c'est inutile. Les réseaux sociaux, comme vous le savez, sont très utiles professionnellement. Également, ça permet également d'être en contact avec nos proches. Et ça nous permet également de tisser de nouvelles relations. Ouais. Mais attention, ne tombons pas dans le piège. Il ne faut pas être... Il ne faut pas devenir addict. Et c'est ce qui s'est passé hier. Quand c'est Instagram et Facebook, on parle de 2 heures ou je ne sais pas... du temps, c'est la panique générale. Moi-même, j'ai appelé rapidement Mayas. J'ai dit, mais tu es où, Mayas? Il dit, je suis en bas. Monsieur, il dit, bon, viens me voir. J'ai dit, ils ont pris ma page Facebook. Mayas, pour la petite histoire, c'est un de nos stagiaires. De nos stagiaires, pour ne pas dire de nos collègues ici, à la télévision ici. Et il m'a dit, c'est lui qui m'informe pour dire, non, monsieur, il y a une panne. Et après, c'est revenu. C'est revenu après, mais ça n'a pas été facile. Eh bien, nous irons tout droit parce que ce sujet fait l'actualité et on aimerait également partager avec nos amis qui nous suivent. C'est sur la page du journal Figaro qu'on est allé piocher l'information. Facebook, Messenger et Instagram paralysés durant plusieurs heures par une panne mondiale. Le groupe a annoncé avoir rétabli l'ensemble de ses services un peu après 18 heures. En ce mardi après-midi, les utilisateurs d'Instagram et Facebook ne pouvaient plus profiter de leurs réseaux sociaux. Sur Facebook, il était impossible de se connecter. Sur Instagram, différents internautes avaient signalé l'impossibilité de rafraîchir leur fil d'actualité ou de consulter leurs notifications. Seul WhatsApp était en mesure de fonctionner. Cette panne aura duré une poignée d'heures avant que le groupe Meta n'annonce le rétablissement de ces applications. Plus tôt dans la journée, un problème technique a rendu difficile l'accès à certains de nos services. Nous avons résolu le problème le plus rapidement possible pour toutes les personnes concernées et nous nous excusons pour tout inconvénient, a publié sur X Twitter
Ex-Twitter, j'allais dire, Andy Stone, le porte-parole du groupe. Sur le site, dans ce détecteur où les internautes peuvent signaler les pannes de services en ligne, les applications Facebook, Messenger, Instagram étaient en haut du classement mardi après-midi. Plus de 300 000 signalements ont été reçus pour Facebook sur la version américaine en moins de 30 minutes. Masque en embuscade. De nombreux internautes se sont interrogés sur un potentiel piratage de leur compte Facebook. Certains affirment avoir été déconnectés et ne pas avoir été en mesure de recevoir de codes par mail pour s'authentifier. Sur Inst, les réactions ont pris sous le Instagram Down. Le patron de Inst, Elon Musk, a saisi l'occasion pour se moquer de son principal concurrent. Dans un message, il tacle les services de Meta. Il dit ceci: si vous lisez ce message, c'est parce que nos serveurs fonctionnent. Et puis, la directrice de la publicité et des partenariats de Inst, Linda Yaccarino, y est également allée de son commentaire sur la situation. Elle met test, affirmatif, tout fonctionne bien ici, pour dire que ça ne fonctionne pas de l'autre côté. Et puis les commentaires. Voilà. Et puis, vous savez, les internautes ont parlé de leur expérience, de ce qu'ils ont vécu hier après cette panne. Nous allons lire quelques commentaires des internautes. James Marshall qui met « Ah, mais je me disais bien aussi, pourquoi j'ai été déconnecté comme ça, sans pression? Tout s'explique maintenant. Je pensais que c'était à cause d'une petite boutade que j'ai eue avec un gars. Maintenant, en fait, ça s'est réglé rapidement. J'ai été libéré aussi vite qu'un pédophile jugé en France. » Miracle Mevo Zinsou qui met « Pendant cette panne de Facebook, j'ai appelé Baye. » Bon, Baye, c'est soit ce conjoint ou conjointe, pour lui dire que j'ai pu pirater son Messenger et que je suis déçu par ce que j'ai lu et que je ne savais pas qu'elle pouvait me faire ça après tout ce qu'on a traversé ensemble. Elle m'a demandé pardon, qu'elle regrette et qu'elle ne va plus recommencer et qu'elle va déléguer ses parents pour me demander pardon. Famille, elle regrette quoi au juste? Voilà. Johan Dossa qui met, je gagne même pas d'argent avec Facebook. Et ça me stresse comme ça, de perdre une application comme ça. Même WhatsApp ne peut pas me stresser comme ça. C'est quoi ça? Même Seigneur, c'est quoi ça même? Seigneur, esclavage volontaire, jusqu'à quand Seigneur? Et puis Moustapha qui met, l'humanité respire après cette panne. Ça devrait durer plus longtemps pour que les gens et les familles se retrouvent. Ça c'est vrai, parce que les téléphones nous éloignent parfois de nos proches. On est là, mais on est focus là-dessus. Et la police a interpellé à Parakou un marabout multiplicateur de billets. On en a parlé hier, j'avais déjà annoncé le sujet. Et puis, je ramène ça parce que vous l'avez exigé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous savez que ça pilule sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez reçu une fois ce message. Même, c'est des trolls. Hein. Même sur vos commentaires, on envoie ça, multiplicateur d'argent. Voilà. Moi, je me pose la question de savoir si la personne est en mesure de multiplier d'argent. Et pourquoi il ne peut pas s'occuper de sa famille? Être riche et se contenter de sa richesse et venir encore proposer ses services. Il faut être un peu zinzin pour y croire. Bien, c'est sur la page de Bénin Web TV que nous avons lu cette information. Bénin, la police interpelle à Parakou un marabout multiplicateur de billets. Un marabout et son client ont été appréhendés par les éléments de la police républicaine pour complicité et de tentative de fabrication de faux billets. L'interpellation a été effectuée suite à la mise en lumière d'une stratégie d'escroquerie orchestrée par le marabout afin de dérober plus d'1 million de francs CFA à son client, un électricien. La scène s'est déroulée à Tibona, un quartier situé dans le 1er arrondissement de la ville de Parakou. Selon BIP Radio, le marabout aurait été contacté par son client via les réseaux sociaux. Lors de rituels visant à attirer la prospérité financière, le marabout suspecté d'escroquerie aurait substitué de véritables billets remis par son client par des papiers découpés et recouverts d'un foulard. Quelques jours après la cérémonie, la victime aurait été incitée par sa femme à retirer le foulard plus tôt que prévu afin de recevoir la somme demandée. C'est de cette manière que la vérité a été révélée. Le marabout se dirigeant vers le Niger a été appréhendé et conduit au commissariat. Par conséquent, il a été placé en garde à vue. De même que son client.
Les personnes concernées seront traduites en justice pour répondre de leurs actes. Voilà. Et en termes de commentaires... En termes de commentaires, nous avons Antoine Korovi qui met... Et les gens qui écoutent ces multiplicateurs d'argent sont bêtes, car le baba qui te promet le boubou, il faut voir ce que lui-même porte. Pourquoi lui-même ne peut pas multiplier pour lui? Même c'est pour les autres qu'il peut faire. Hippolyte Gangbé qui met que la justice fasse son travail, car on ne gagne pas la richesse en s'adonnant aux gains faciles et aux mensonges, mais plutôt par le travail bien fait. Et Souba Goka qui met que la police commence par les traquer sur Facebook et dans les groupes. Ils sont beaucoup et pullulent sur les réseaux sociaux avec des témoignages, donc le travail reste à faire et c'est toujours au 229. Puis il y a une page qui s'appelle Homawa qui dit le prochain marabout sur la liste se connaît déjà, mais il pense qu'il est intouchable. Allons-y, seulement. Du courrier à la police, ils attendent sur Facebook, ils voient si une publication va donner beaucoup de monde. Ils se positionnent, ils viennent vous proposer leur service. Je pense que la police a bien fait également d'interpeller Tout à fait. Le gain facile, assimilable à ces cybercriminels dont on parle aujourd'hui. Oui. Donc ça va dissuader beaucoup. L'argent, le gagne en travaillant, le gagne pas en le faisant multiplier. Pas du tout, pas du tout. Et puis, un talent a été détecté lors du match amical des Guépards U20. Hein, c'est le match, ils ont joué le match la semaine dernière face à un club du Bénin. Et c'est un jeune de 17 ans, très talentueux et qui fait une sensation sur les réseaux sociaux. C'est sur la page Facebook de Roméo Akloso que nous avons également pu piocher cette information et il met ceci. Le match amical de préparation entre les Guépards U20 et Étoiles Filantes, disputé le mercredi dernier au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, a révélé aux yeux du public sportif un jeune joueur, le Dossa 2 de l'équipe, cher au colonel Pamphile Zomaon, Carmel Ceres Baba Nao, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a délivré la passe décisive sur le but de Étoile Filante après avoir donné le tournis à deux adversaires. Joueur d'une vivacité remarquable et à droit des deux pieds, Carmel peut évoluer comme arrière droit ou arrière gauche. C'est un talent de 17 ans à suivre de près. En 30 secondes, nous allons le suivre, ce talent dont on parle dans sa réalisation dans la défense adverse, avoir cette passe décisive qui a fini au fond de but. Ce genre d'action, il faut vraiment être doté d'une certaine capacité. Ah oui. Et dites-vous, hein, il a 17 ans et il joue face au U20. Et ce jeune n'a pas été détecté. Moi, c'est juste un constat que je fais. Eh bien, Asogba Mathias qui met Roméo, très beau geste technique. Il a réussi à donner du fil à retordre à cette défense que je trouve très faible selon la vidéo. Et Roméo de lui répondre effectivement, et le coach Mathias Deguenon a reconnu à la fin de la rencontre que la défense reste le grand chantier. Abdoulaye Abbé qui met, c'est quel marquage ça là. On ne peut pas faire ce genre de marquage et ne pas encaisser de but à chaque match. Le coach doit revoir sa défense, sinon c'est grave. Nos joueurs doivent suivre des vidéos sur YouTube afin de se perfectionner. Et puis, Deo Gracias Azon qui met Béninois à 17 ans qui met la misère à la défense U20 nationale. J'espère qu'il pourra rejoindre le groupe si possible. C'était également ma préoccupation et ainsi prend fin sur la toile de On espère que mercredi. D'ici là, ceux qui sont en charge de notre football vont essayer de voir ce que ce garçon peut donner. Quand il se comporte comme ça face à une équipe U20, allez-y voir. Pourquoi pas, dans une équipe, il a peut-être sa place.
il faut reconnaître aussi que l'équipe adverse, ses capacités permettent à l'adversaire aussi de développer certains jeux. On verra bien s'il pourra s'en sortir dans d'autres conditions. Si c'est l'équipe adverse qui va représenter le Bénin, alors je pense qu'il y a lieu d'aller chercher ce petit pour renforcer les U20. C'est mon avis. Parce qu'on a parlé du U20 national, quand même. U20 national. Allez, Polo, carton plein pour ce matin. C'est bon pour le moral après la longue nuit passée à l'Assemblée nationale. On est rentré hier après 1 heure. Et voilà, déjà à 6h30, on est encore ici. C'est ce que demande le boulot. Et on le fait avec passion. On n'a pas le choix. Et je vous retrouve demain. Bien sûr, en forme et avec d'autres sujets. Demain, ce sera votre vendredi et nous notre jeudi. Vous comprenez, parce que vendredi, on n'a pas sur la toile, mais jeudi, Polo sera avec nous. Merci à vous, Polo. Merci aussi à nos amis téléspectateurs pour leur fidélité. TH Matin, c'est déjà tout pour ce mercredi. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de Télé Hémicycle.